Bonjour à tous, aujourd'hui, vous l'avez vu en intro, on est chez OG Vintage Shop et moi c'est Liam, votre fidèle animateur de télé. Pour faire très vite, comme vous le voyez, on n'est plus sur un banc. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux ou qui ne suivent pas Capsule sur les réseaux, on a complètement changé en fait. Le banc, déjà ça s'appelle plus sur le banc, on a arrêté parce que c'était devenu un handicap plus qu'autre chose. Du coup maintenant c'est juste à la cool, tranquillou, on s'assoit sur des petits tabourets sur ce qu'il y a. Et aujourd'hui, on est avec Alexis. Je vais te laisser te présenter tranquille et puis on va commencer. Moi, c'est Alexis. Je suis le boss de OG Vintage Shop depuis maintenant 2 ans. Ça fait à peu près 6 ans que je suis dans ce genre de business. Ça fait à peu près 15 ans, je pense, que ce domaine me passionne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler déjà dans la SAP et puis dans le vintage? Alors, c'est plutôt simple. Quand j'avais 12-13 ans, j'étais matrixé par Nigo, Pharrell, qui amenait quelque chose dans l'habillement que je retrouvais pas dans les magasins traditionnels qui étaient à ma portée. Et même, j'avais pas les moyens forcément de m'acheter de la marque. Donc je suis allé chiner dans des Emmaüs, dans des Croix-Rouges, Secours Populaire, etc., ce genre de choses. Et de fil en aiguille, je me suis fait une garde-robe plutôt conséquente à faible coût. Donc en fait, ça me permettait d'avoir des habits de marque, d'avoir une garde-robe qui pouvait tourner et de pas m'habiller comme ceux avec qui j'étais à l'école. Il y avait Célio, Intersport, Pull&Bear, et c'était des vêtements qui soit me correspondaient pas en termes de coupe ou de couleur, et même surtout en termes de qualité. J'ai toujours eu tendance à aller vers la qualité plutôt que ce qui était à portée de main. Du coup, en fait, ce style-là de friper des vêtements, de t'habiller dans un style bien précis, tu l'as pas parce que c'est devenu une mode, tu l'as parce que tu l'as depuis le début. C'est toi qui voyais les gens, tu t'es inspiré de ces gens et tu t'es dit c'est bon, j'en vois. Ouais, exactement. Pour tout ce qui était Ralph Lauren, quand j'étais adolescent, il y avait Tequila Tex ou encore son cousin cuisinier qui faisait des interviews, qui parlait de Ralph Lauren, etc. Et il y avait des pièces vraiment cool. Ouais. Par exemple, je me souviens d'un pantalon avec plein de petits cavaliers brodés de partout. Je trouvais ça intéressant de pouvoir réutiliser des vêtements qui avaient eu un passé et pareil d'aller vers une singularité qui m'était propre. Et j'ai fait plein d'essais qui n'étaient pas incroyables. J'ai mis du marron avec du pistache ou... du coup, en fait, au début, tu t'intéressais aussi beaucoup à l'histoire. Exactement, ouais, carrément. Okay. Et plus le temps est passé dans mon apprentissage, plus personnellement, je suis allé vers des trucs très pointus, avec des marques ou avec des collabs qu'il y a eu en telle année, ce genre de choses. Et il y a eu des collabs, des trucs qui t'ont marqué, tu vois? Des trucs quand tu as commencé à te saper et tout. Quand j'étais petit, il y a une collab qui m'a matrixé, c'était la collab Kanye Louis Vuitton. Si je me souviens bien, la paire montante, elle était à 650. Et pareil, toutes les tenues de scène de Kanye West, à l'époque, je trouvais ça très cool, les polos de rugby Ralph Lauren. Il allait vraiment à l'opposé des rappeurs de l'époque qui, eux, mettaient en avant leur statut de par des vêtements chers. Et lui, il était vraiment en classique Ralph Lauren. Ouais, c'est vrai. Et après, en grandissant, j'ai capté que les 3/4 des collections Ralph Lauren, donc entre guillemets pas mainstream, donc on va retrouver des labels comme WRL, Polo Country, des labels de Ralph Lauren qui sont principalement proposés aux États-Unis. Eux, il y a un seul mec qui taffe derrière et lui, il fait le tour du monde pour sélectionner des pièces vintage et s'en inspirer. C'est fort. Il y a une grosse influence du vintage chez Ralph Lauren. C'est Ralph Lauren qui m'a permis d'aller vers le vintage. Et après, le fait de m'intéresser au sap, aux finitions, etc., je suis plutôt allé vers des trucs italiens. Et tu me parlais de Kanye West. En vrai, moi, je me rappelle d'un truc, c'était que Kanye West, il a toujours été un peu pas dans le futur, mais tu sais, il avait toujours 2 ans sur comment il s'habillait. À l'époque, je me rappelle, en 2016, t'avais des types comme Young Thug, Lil Wayne qui mettaient des gros skinny, tu vois, bien bas, avec des grosses fourrures. Et lui, il était déjà avec des cargos Carhartt, des paires de Cortez ou des trucs comme ça, avec des bombers sur des aviateurs. Je sais pas, il était déjà en avance en vrai, comme dans sa musique de toute façon. Après, il y a quand même une différence entre le marché européen et le marché américain. Les 3/4 des rappeurs, pour eux, c'est ok, voire même c'est cool d'acheter un t-shirt vintage d'un groupe, de le payer, je sais pas moi, $1000, $2000. Au moins, ils seront le seul à l'avoir dans cette condition, dans cet état. Tu vois, s'il y a un trou là, etc., au moins, il sera le seul à l'avoir. Plus c'est rare, plus ils peuvent mettre le prix. Alors qu'en France,
si tu compares le rap français, on va dire uniquement dans l'habillement au rap américain, tu vas avoir des A$AP Rocky qui vont avoir des t-shirts vintage, des Travis Scott, des Young Thug, Playboi Carti, il y a une collection de t-shirts incroyable. Oui. Et en France, il n'y a aucun rappeur qui s'habille en vintage. Aucun. Parce que culturellement, ça n'existe pas, tu vois. Culturellement, en France, c'est pas OK de mettre de la thune dans du vintage. La seule personnalité publique qui met réellement de l'argent dans du vintage, c'est Bob Sinclair. Mais parce que lui, il a la connaissance, il a voyagé. Bah ouais. Quand tu regardes, moi j'avais regardé une vidéo avec toute sa collection, tout ce qu'il a, ses toys, tout ça, ses Bear Bricks, sa collection de vêtements, de vinyle et tout. Tu sens qu'il y a tout un travail de réflexion derrière le choix de chacun de ses pièces, tu vois. Que Totalement. pourquoi il a pas pris ce vinyle parce que il est cher et qu'il est connu. Il a pris ce vinyle parce que ou il aimait bien ou parce qu'il connaît l'histoire derrière et tout. Et je trouve que ça donne plus de cachet à la pièce qu'en fait quand tu la portes. Rien que ça soit quand toi tu la portes, quand tu sais d'où elle vient l'histoire et tout, je sais pas, tu te sens plus à même de la porter. Tu vois. Ouais, même t'en tires une satisfaction. Il y a, comment dire, dans le vintage, personnellement, c'est le seul moyen de s'affirmer d'un point de vue stylistique. Parce que si tu regardes les marques de luxe, chaque année, c'est les mêmes trends qui sont reprises par toutes les marques de luxe. Ouais. Automne-hiver 2024, c'était réellement tout ce qui était workwear qui était représenté. Il y a eu le défilé de Pharrell en juin pour LV, full workwear. Derrière, tu as Prada qui a fait une active jacket, Marine Serre qui a fait une active jacket. Donc toutes les trends du luxe, elles sont surreprésentées. Derrière, tu as la fast fashion et l'ultra fast fashion. Si tu vas à Pull&Bear, Zara, t'as les mêmes trucs, mais H&M, que tu ailles à un endroit ou à un autre endroit, ce sera les mêmes types de vêtements, peut-être un logo qui change, une couleur qui change, mais ça reste exactement la même chose. Ouais. Donc au final, que tu aies de l'argent ou moins, tout le monde s'habille plus ou moins de manière uniforme. Après, moi, il y a un truc, je suis pas d'accord, c'est il y a certaines marques quand même qui ont des univers ultra précis, tu vois. Et voilà, mais après, t'as des marques comme moi, Schiaparelli, j'ai vu le défilé récemment, qui ont des univers tellement propres et tellement à eux qu'ils n'ont plus besoin de jouer. Enfin, il y a certaines pièces où ils jouent sur les trends parce qu'il faut bien faire entrer de l'argent au bout d'un moment. Mais quand tu regardes les défilés haute couture, en vrai, c'est quand même si des fois tu dis ouais, ça suit une trend, il y a quand même un truc de putain, c'est fort. Mais c'est niche de fou. Je sais pas, admettons le défilé haute couture Prada, la pièce haute couture, ils vont en vendre 30. Oui, voilà. Ouais, mais c'est une niche dans la niche. Oui, c'est ça. Tu vois, la robe, elle va coûter. C'est de l'art presque en fait à son 16 000 balles, tu vois. Oui. On a parlé un peu de tes inspi et tout. On va revenir un peu sur le shop. Du coup, tu as dit que toi, ça faisait 2 ans que tu l'avais le shop. Exactement. Ça fait 2 ans. Et comment ça s'est passé les débuts? Quand tu as ouvert, comment tu as fait et tout? Il faut remonter un petit peu, je pense. Ouais, ça commence avant. J'ai d'abord commencé par vendre mes sapes personnels que je chinais. Mes potes m'ont demandé, ok, je te le vends, etc. Je rachète autre chose. Et c'était pas du tout dans l'optique de faire de l'argent avec ça. C'était plus dans le délire où là j'en ai trop, mes potes ils en veulent, je les arrange, je leur vends une pièce, etc. Bon, certes, je faisais un profit, mais c'était plus dans ce délire-là. Et un jour, je reçois un appel de mon cousin qui me dit que lui, il veut faire ça à temps plein. Du coup, je l'aide à trouver des fournisseurs. On trouve plein de fournisseurs. On va aller voir. Là, on était en 2018. Lui, il se lance à fond. Moi, j'y vais tranquille. Mon but, c'était de coffrer le maximum à l'époque. Donc, je continue de taffer ce que je faisais avant. Ouais. Je continue mon activité. 2019, je vois que lui, il pète les scores. Je me dis go, je vais m'y mettre à fond. Donc j'arrête mon taf, je me mets à fond. Fin 2019, on a été les premiers à importer des doudounes de Corée. Okay. On les importait. En fait, en Corée, la doudoune TNF, c'est, je sais pas moi, un t-shirt Nike ici, quoi. Ah ouais? T'en trouves des millions. Alors, vraiment des millions. T'en trouves dans tous les sens. Et en général, c'est commun pour un Coréen d'avoir 3 ou 4 TNF dans sa garde-robe. Ah oui. Ouais, carrément. Top. Donc il y avait pas mal de stock là-bas, on arrive à le sourcer, on passe par des agents qui achètent pour nous, qui nous envoient ça. Ouais. Donc on se retrouve avec, je sais pas moi, à commander 300 TNF
Ah. 300, 400, 500 TNF par hiver. On les vend sur Vinted. On se fait vraiment pas mal de thunes. C'était vraiment une période de ma vie qui était cool parce qu'on recevait les TNF, elles étaient toutes nickel. On les mettait au sèche-linge avec des balles de tennis, elles ressortaient gonflées à fond, on prenait des belles photos, on les mettait sur Vinted. Une minute, ça partait, ouais. Et je me souviens, la dernière commande, c'était... On la passe en décembre. Et donc, Nouvel An chinois au mois de janvier. Le temps que l'agent réunisse tout ce qu'il fallait, etc. Nouvel An chinois au mois de janvier. Donc, les colis bloqués. Entre-temps, décembre 2019, Covid. Les colis sont restés bloqués le Nouvel An chinois. Plus 2 mois, plus 90 jours. Ouais. Les colis ont été débloqués fin avril, on a reçu les doudounes au mois de mai. Ouais, donc ça servait plus à rien, quoi, vous étiez fou. Moi, j'avais immobilisé quasiment toute ma trésor à ce moment-là. J'étais KO, genre. Ouais. Donc, plutôt que de taper dans la trésor qui me restait, je suis retourné taffer. Ok. Je suis retourné taffer, je continuais d'acheter. Et à ce moment-là, je me suis réellement orienté vers le luxe. Parce qu'avant, je pouvais choper des Switch Champions, des trucs comme ça. Ouais. Mais la hype était passée, les gens ils ont vu des millions, ça avait plus ce goût de c'est nouveau. Donc je suis passé à autre chose. À ce moment-là, 2021, j'étais en CDI. Je passais tout mon temps libre sur Vinted à acheter des sacs de luxe. C'est en 2021 que Vinted a ouvert aux Italiens. Donc j'ai pu racheter des centaines de sacs de luxe pour des prix aujourd'hui débiles, genre vraiment... Je pouvais acheter un Prada à 30 balles, le lendemain un Gucci à 50. Après, j'ai organisé mon seul pop-up, enfin mon premier pop-up perso, où je prenais tout... C'était déjà OG l'idée de A à Z. Non, il y a eu 3 noms entre-temps. Il y a eu Yalla Fripe. Yalla Fripe ? Ouais, c'était le tout premier, 2018-2019. Après, il y a eu Maison Rose, 2019-2021. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que niveau référencement, c'était claqué, Maison Rose. Parce qu'il y a une agence immobilière de Paris, et nous avait contacté, pas cool le nom, machin, je sais pas quoi, parce qu'ils n'avaient pas pu récupérer le nom Insta. Ah merde. Donc bref, du coup on a trouvé un accord, et on a cherché un nom pendant ce temps-là, et le nom, de base je voulais l'appeler OG, donc OG, sauf que niveau référencement c'était claqué au sol, il y en a à 500, des trucs qui commencent par OG. Et je me suis dit, vas-y, on va découper ça en 2 syllabes, 4 lettres, tout le monde peut le lire. Ouais, c'est parfait. Et du coup, suite au pop-up que j'avais organisé Place des Jacobins, j'ai organisé un autre pop-up Pièces Vintage pendant 2 mois, pendant que eux ouvraient les pièces concept, anciennement les pièces concept. Donc pendant 2 mois, j'étais aux Pièces Vintage. Pareil, ça marchait de fou, tous les jours. Enfin, c'était incroyable parce que l'emplacement était connu, les gens venaient, quoi qu'il arrive, les gens ne me connaissaient même pas. Au début, je faisais pas de com. Ça achetait quand même. Ouais, ça tournait de fou. Suite à ça, je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'ouvre un shop. J'ai cherché, j'ai trouvé ce shop en avril 2022. Ouais. C'était éclaté, hein, genre réellement éclaté. Ah ouais, c'était un ancien tattoo shop. J'ai tout pété, tout refait. Entre-temps, j'ai fait quand même 30 demandes de prêt auprès de différentes banques. Ouais. Mais le fait que dans ma compta, il y a eu les années Covid, du coup, il n'y avait pas une compta linéaire ou en croissance comme ils aiment bien. Donc, ils n'étaient pas chauds. Au final, j'ai fait le dégénéré, j'ai appelé tous mes potes. J'ai dit, t'as pas 3 4 000, 5 000 à me prêter. J'ai fait plein de petits prêts comme ça. Oui. Moi, j'avais un peu d'argent. Après, mes potes me font confiance. Je suis quand même bien carré là-dessus. Et puis, j'ai ouvert. Ok, incroyable. Et du coup, aujourd'hui, il y a du monde, ça marche, ça tourne ? Ouais, exactement. Le truc qui fait notre différence, c'est qu'on sélectionne tout pièce par pièce. Ouais, c'est ça. Ça, on va le voir après aussi. Donc, on a que de la qualité. Après, il y a des trucs sur lesquels on peut se tromper. Mais après, sinon, je dirais 95% du stock trouve une personne pour donner une seconde vie aux vêtements. Ouais. Parfait. En vrai, la transition, elle est toute trouvée. Parce que du coup, on finit de parler sur les sapes. Maintenant, on va pouvoir en parler un petit peu plus. On va faire le tour de ta fripe avec toi. Et tu vas nous parler un petit peu des pièces qui te plaisent le plus, des trucs que tu vends, des trucs qui partent le plus vite et tout. Et puis même les petits coups de cœur, tout ça. Ok. Donc si t'es chaud, Let's go. On se l'a Ça marche. Allez.
Du coup, comme on vous a dit, on va vous présenter maintenant 2-3 pièces qu'on a sélectionnées. Moi, j'en ai sélectionné 2-3 et toi aussi, je crois. Ouais, à peu près, ouais, 5. 5 un peu plus du coup. Ah, moi, je peux commencer du coup, comme ça, après je vais le ranger. Ouais, si tu veux. En gros, c'est un magazine, il m'a vachement intrigué parce que j'adore la culture asiatique, surtout japonaise et tout, et puis Bape, et il m'a vachement intrigué. Et tu peux me parler un petit peu ou pas? Ouais, bien sûr. En fait, ce magazine, il y a un pote à moi qu'on peut retrouver sur Insta qui vend principalement du Stone et du Armani qui s'appelle Metallic Curtain. Et en fait, il importe des magazines japonais. Et je l'ai acheté, celui-ci, je l'ai payé plutôt cher pour un magazine. Et en fait, le truc, je l'ai acheté pourquoi? Parce que d'un côté, on a toutes les archives de Bape en t-shirt et en sweats. Et après, on a toutes les archives de Stussy. Comment reconnaître un Stussy, authentique, etc. C'est pas leur classe. Il est très très cool. Hein. Et en fait, ce magazine date de 2003. Donc en fait, on a plein d'archives des années 90. Et, 2003 ouais. Et personnellement, j'ai une petite collection de t-shirts Stussy. Et c'est assez marrant, vintage bien sûr. Et c'est assez marrant de retrouver les t-shirts que j'ai. Alors ça te fait, tu les coches en gros, ouais, c'est un peu ça, je mets une gommette. C'est ta liste et tout. Et là, il y a des collectionneurs aussi japonais. Les Japonais ont un gros taf d'archivistes dans tous les domaines. Tu peux aller au Japon, je sais pas moi, tu cherches un mec, collectionne les Lego, il y a un mec qui a forcément tous les Lego de la Terre. En plus, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur l'histoire de Stussy, de comment il a créé la marque et tout. Yes. C'est terrible. Ouais, c'est cool. Et il signait des autographes sur des planches de surf. Et les mecs, ils ont tellement kiffé son autographe, ils ont dit tu peux me signer mon t-shirt. Et c'est comme ça qu'il a commencé à vendre des t-shirts. C'est tellement frais ce qu'il fait. Le hasard. Qu'il a commencé à signer des t-shirts. Tu veux présenter une autre ou j'envoie une des miennes là? Comme tu veux, vas-y, celle-là. Je suis chaud de présenter la Valentino. Allez. C'est une petite veste Valentino. En fait, je l'ai choisie parce qu'elle a un côté tech que je retrouve pas souvent sur des vestes de ce type-là. Puis après, il y a des... Je vois qu'il y avait des épaulettes de base. Ouais, je pense qu'elles ont été coupées, ouais. Elles avaient des épaulettes de base. Et en fait, c'est ce qui m'a le plus choqué sur cette pièce, c'est cette poche. Sur les vestes avec un col comme ça, je retrouve pas du tout. En fait, ces derniers temps, je retrouve plus juste un zip et un col, et pas de travail sur les coutures, sur les rajouts de pièces, les emports et tout. Du coup, je l'ai prise parce que je la trouvais belle. Et puis l'intérieur aussi. L'intérieur, il est frais. Petite poche intérieure et tout. Donc ouais, non, elle est juste sublime. Est-ce que du coup, toi, t'as une histoire avec cette pièce ou genre c'est juste tu l'as trouvée belle aussi et puis... Non, je la trouvais cool. En fait, je pense que c'est fin des années 80, début 90. On peut définir l'année par rapport au zip, par rapport au tag, par rapport aux finitions. Et juste, je la trouvais belle. Fabriqué en Italie en plus. C'est une gamme Valentino Sport, donc je pense fin des années 80. Et le truc, c'est qu'elle fait quand même ultra classe, même si c'était entre guillemets sport. Ouais. Elle est quand même plutôt classe. Elle a l'air épaisse en plus. Je pense que c'est une sorte de matière polaire. Je sais pas si c'est de la laine bouillie ou si c'est du polaire, mais t'as la doublure qui est incroyable. Ouais. Que tu retrouves ici aussi. Qui est dispo au shop aussi, du coup. Ouais. Pas pour longtemps, parce que je vais venir la chercher. Donc, pareil, on revient sur Ralph Lauren. On en a parlé plus tôt. Ça, c'est une collection de 92, si je dis pas de conneries, qui était pour le ski. En fait, Polo Sport, dans les années 90, c'était très volé aux États-Unis. Donc tu avais des gangs de mecs qui étaient habillés tout le temps Ralph Lauren, même tellement ils voulaient flex avec ce qu'ils avaient volé. Ils portaient genre 3 ou 4 polos qui repliaient les uns sur les autres juste pour avoir le chiffre du polo qu'ils ont volé et ils montraient qu'ils avaient toutes les couleurs, tu vois. Et c'est un courant qui est apparu donc, en 92, qui s'appelle le low life. Le low life, c'est des mecs qui sont matrixés par Polo Sport. Polo Sport, c'est une gamme de Ralph Lauren pour le sport. Et ces couleurs sont assez représentatives de la collection. Voilà. On en a eu une qui était Snow Beach, donc un modèle, je vous enverrai la photo, qui était un modèle de 92 aussi, mais beaucoup plus recherché. Elle était crop. Là, il y avait écrit Snow ici et Beach ici en sérigraphie orange. Elle était bleue, l'intérieur est jaune aussi, c'est un intérieur assez reconnaissable. Et puis là, je vois, il y a une attache, là. Elle sert à quoi, celle-là? L'attache, c'est simplement pour fermer le col. Ah putain. Tu viens ici et tu fermes le col ici.
Incroyable. Après, il y a ça aussi que j'aime bien chez Ralph Lauren. Pareil, polo sport. Avec les cols blancs. Ouais, et on retrouve un peu le polo de rugby que Kanye West portait justement pour la sortie de Graduation, où il était sur scène en général avec un... Enfin, il y a des photos très connues où il a le même polo, orange et bleu, avec le logo bleu sur le orange. C'est qui portait des couleurs fluo, ça. Très très cool, ouais. Ça c'est très cool. Et après on peut parler de Stone Island aussi, on a pas mal de Stone Island. Sur les pièces réellement vintage, donc, comme par exemple ce manteau, on est sur une veste de 99 avec un liner à l'intérieur. Une veste plutôt épaisse. Le truc qui est intéressant, c'est les matériaux. Chez Stone Island, c'est les matériaux qui sont vraiment leur spécialité. Et ce pourquoi les personnes achètent. Vous la doublure du col. Ouais, carrément. Là, je vais montrer ça. Déjà, le coton, c'est un coton qui est enduit de cire pour le rendre imperméable. Donc la matière est un peu spéciale au toucher. Ouais. Et à l'intérieur, on a un liner qu'on va retrouver aussi dans les manches. Là, on a une sorte de doudoune avec, pareil, le tissu qui est comme ça à l'intérieur. Capuche amovible. Ouais, la capuche qu'on peut enlever. Qui a une visière en laine bouillie, ici. Là, c'est un modèle de 1999. En général, les modèles vintage, les 3/4 des ventes, c'est des clients japonais. Ouais, ah ouais, japonais ou chinois. Genre, il y a une hype tellement forte au Japon, ce qui fait que les prix au Japon sont tellement hauts. Il y a même des mecs qui ont des shops qui viennent ici pour acheter des sapes, pour les revendre. Sachant qu'on est déjà un revendeur, ils viennent pour acheter, admettons, ce manteau. Ouais. Ils le ramènent chez eux, ils font x2, x3. Ah oui. Là, le prix boutique, il me semble qu'il est à 489, parce qu'elle est quand même bien technique et elle est vieille. 489. Ouais, tu peux la trouver à 1002 à Tokyo sans problème, genre. Bah, je laisse le... J'ai pas autant d'histoire que toi sur les Bombers, mais déjà j'affectionne tout particulièrement la coupe crop des Bombers avec les épaules, les bras bien larges. Et en fait, c'est ce camo qui m'a rappelé les débuts de quand j'ai commencé à kiffer un peu la sape et tout. C'était un camo que Supreme utilisait sur leurs caleçons et sur leurs t-shirts, leurs sous-t-shirts et tout. Yes, c'est sorti une Jordan aussi. Ils avaient sorti une Jordan avec ce camo et du coup, en fait, je l'ai aperçu. Et ils sortent encore, je crois, ils avaient sorti une paire. Je sais plus si c'était le Up-Tempo. Non, c'est pas une Up-Tempo. Si, il y a pas mal de temps, ils ont sorti une Up-Tempo, je crois, avec ce camo. Et non, en vrai, déjà, la coupe, comme je vous ai dit, magnifique. Et en plus, ça m'a rappelé deux, trois souvenirs de collections que j'avais vues. Et du coup, pour présenter celle-là, donc c'est un Bombers type MA1. On est sur une fabrication américaine. C'est un stock qu'on a racheté dans un surplus militaire. Donc Made in USA. Elle est neuve d'il y a quelques années. Le coton est quand même super épais. Le camo, c'est le Desert Camo Chocolate Chip. Donc Chocolate Chip qui veut dire pépite de chocolat pour toute cette partie noire. C'est un camo qui a été développé par les États-Unis pour la guerre du Golfe. Donc fin 90, début des années 90. Justement parce que la guerre du Golfe, c'était majoritairement dans le désert. Ouais. Donc Desert Camo, Chocolate Chip, parce qu'il y a ça. Très très cool. Ah, elle est très cool, ouais. Elle est très belle. Après, la coupe Bombers en général. Elle est réversible, comme la majorité des Bombers, type M1. Pourquoi ? Parce que ces vestes, à la base, étaient portées par les pilotes de chasse. Exactement. Et en cas de crash, donc le pilote peut être éjecté de l'avion. Et pour le retrouver, si jamais il est perdu dans le désert ou dans la forêt, etc., il peut retourner sa veste et la mettre sur lui. Et la porter le orange est quand même beaucoup plus facilement reconnaissable qu'un camo, qui en général, le camo est adapté à ton environnement. On en apprend beaucoup, tiens. Et après, la dernière pièce que j'ai sélectionnée, c'est une Stone Island aussi, que je trouve très cool. Ça, on l'a rentrée hier. On l'a rentrée hier. En fait, c'est une sorte de petite parka. La matière est assez cool. Les coutures sont jointées avec une sorte de thermocollant. Là, on peut voir il
Il y a un thermocollant autour des fermetures éclair. Elle est quand même, je pense, plutôt imperméable. Ce qu'on retrouve sur les sacs de rando, les trucs Arc'teryx, tout ça. Ouais. Ou même certains trucs Prada. Ça, c'est un peu plus récent, c'est après 2010. Donc le prix, forcément, est inférieur à celle de 1999. Celle-là, elle est à 389, ce qui est carrément OK. Et c'est assez marrant, parce que la fourrure, on peut la porter comme ça, ou alors on peut carrément la rentrer dans la capuche. Et comme ça, on l'a que pour soi, quoi. Et comme ça, juste, ouais, ça tient chaud, quoi. En fait, Stone Island, ils sont super forts là-dedans, c'est-à-dire qu'ils font énormément d'argent en vendant des pulls en coton fabriqués en Roumanie par palette et par palette, juste avec le patch. Et derrière, ils ont des vêtements qui sont ultra techniques, avec des matériaux très recherchés, avec des process hyper complexes, avec de l'innovation sans cesse. Et en général, ces gammes, aujourd'hui, le patch va être noir et blanc. C'est des vestes, par exemple, la veste thermoréactive qu'ils ont sortie l'année dernière, qui est marron et jaune. Et qui réagit. Exactement, ils ont fait une campagne avec Dave. Cette veste, elle va sortir à 3850. Voilà. Alors qu'une doudoune classique chez Stone, ça va être aux alentours des 1000 €, quoi. Mais j'avais vu un truc sur Stone, c'est qu'il y avait un des mecs qui avait, je sais plus, qui avait travaillé pour Stone et qui avait sorti une marque des milieu des années 90 qui s'appelait WWW. Ouais. C'était une marque ultra tech qui reprenait un peu les codes de Stone. Yes. Sur en fait, il voulait lui créer un truc, genre, il voulait s'expatrier du fait que Stone vendait un peu pour tout le monde, et il voulait créer un truc comme Stone, mais que de la tech. Yes. Et il avait repris les codes de, comme ça, les textures et tout. WWW, World Wide Web, ça a été lancé par Massimo Osti, le fondateur de CP Company, Stone Island. Entre CP Company et Stone Island, il avait lancé Bonneville. En fait, ce mec, c'était réellement un créatif qui n'était pas prêt, entre guillemets, pour le succès, parce que lui a toujours refusé tout ce qui était show business autour de la mode. Ouais. Lui, ça ne l'intéressait pas. Il avait été élu créateur de l'année, je crois, en 88. Ah, c'est pour ça qu'on ne voit pas de défilé Stone, qu'on ne voit pas forcément de gros trucs sur les Fashion Week, tout ça. Ouais, et même, il n'était peut-être pas forcément prêt pour toute la partie business, parce qu'il a été viré de sa propre marque Stone Island dans les années 90. Faut le faire, hein. Et c'est pour ça qu'il a créé WW. Ça n'a pas duré longtemps en plus, je crois, WW. Ça a vite... Il y a des pièces sur le marché où c'est... Ouais, mais en général... ça sent cher. Si j'ai un pote à moi, son patron et lui en ont trouvé genre 300 dead stock via un mec qui a taffé avec Massimo Osti à l'époque, etc. 100% du stock, il est parti au Japon. Le Japon, les mecs, comme la plupart des Japonais sont plutôt archivistes, ils ont un respect pour le passé, ils vont être plus à même de mettre un gros prix dans un truc qu'ils savent qui est rare, etc., qui conserve de la valeur aussi à travers le temps. Bon, la team, ça faisait plaisir d'avoir été avec. Merci déjà de nous avoir accueillis à Aucun Oji problème. Merci à vous. Et puis, bisous.